à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Tales, épisode 5. Comment ça va, Jean, aujourd'hui ? Eh ben écoute, ça va bien. J'avoue que j'ai un peu trop mangé hier là. Ouais, je vois de quoi tu parles. Ouais, petit resto lillois pour cet épisode qu'on enregistre pour la première fois En physique. en physique tous ensemble. Voilà. Et on a fêté ça avec un Welsh. Un Welsh. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, écoutez, vous allez découvrir ça sur internet, vous verrez, c'est un concept. C'est ça, c'est conceptuel, oui. Voilà, et t'as dit, on était tous là, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre autour de la table aujourd'hui ? Comme le mois dernier, on a invité quelqu'un pour nous parler du jeu qui masterise. C'est la farandole des invités. C'est ça, peut-être qu'on va se calmer après. Ouais. On va revenir à un mode plus sérieux. Mais effectivement, donc on a invité un nouveau joueur de notre table, Benjamin, comme tu dis. Ouais. Le chevalier blanc. Chevalier blond. Exactement. Ça va, Ben ? Salut Antoine, salut Jean, ça me fait extrêmement plaisir d'être là pour ce podcast, ça fait un moment que vous en parlez et je suis ravi que vous m'ayez invité aujourd'hui pour cet épisode. Et du coup ça va ? T'as pas répondu à sa question ? Oui, sinon ça va très très bien. Ah ouais, non, il répond jamais aux questions. Ravi d'être Nos joueurs ils d'être répondent pas aux questions, ils disent pas bonjour, enfin où est-ce qu'on est quoi. À l'enfer. Bon du coup hier soir le Welsh, voilà, on n'en parlera pas trop. Sinon, qu'est-ce que vous avez pledgé ce mois-ci ? Ou la fameuse rubrique, comme tu aimes l'appeler Jean, comment mal dépenser son argent ? On peut commencer avec Ben, on n'a pas beaucoup entendu. Oui, il faut bien finir avec toi, c'est vrai, Jean. Moi j'ai pledge le mois dernier pour Cats, la mascarade. Moi aussi j'ai craqué. Et je crois que ça arrive mars-avril pour les PDF, et puis la suite arrivera juste avant l'été, je crois. Ouais. Autre chose ? Et la suite de ce dont on va parler aujourd'hui. Ouais, donc ça, vous le saurez à la fin. Un peu après. Bon, moi j'ai pledge 4, c'est à peu près tout. Rien de neuf. C'est tout. Ouais. Après, toi, tu viens ici tous les mois, donc... Je me suis calmé, voilà. Et toi, Jean, alors ? Moi, j'ai rien pledgé ce mois-ci encore. Ah bon ? En février. Non, mais qu'as-tu pledge dont tu n'as pas parlé la dernière fois ? Alors, peut-être que je peux te donner des indices. Vas-y. Arkane Studio ? Non, c'est pas un pledge, c'est une précommande. C'est complètement différent. C'est complètement différent, ouais. Oui, il y a le Colonial Marines d'Arkane Studio qui va arriver, c'est vrai. Et ça, c'est du suivi de gamme, c'est pas du suivi de gamme. Ça ne compte pas, ça ne rentre pas dans le budget. Ça ne rentre pas dans le budget, oui. Et il y a la campagne 5E, l'Odyssée les Seigneurs Dragons. C'est vrai qu'on joue beaucoup à la 5E, nous. Hein. Mais peut-être que ce serait une bonne occasion de nous y mettre un jour quand je la recevrai. Il paraît que c'est une campagne légendaire. Voilà. C'est marrant, tout est légendaire quand on regarde les posts sur Facebook et reste. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Bon, aujourd'hui on a fait venir Ben. Alors on adore Ben, mais on l'a fait venir pour une raison. De quoi on va parler aujourd'hui, Ben ? Aujourd'hui, on va parler du jeu de rôle que je masterise qui s'appelle Insectopia. Et du coup, t'as toujours commencé, t'as commencé avec Insectopia, Ben ? C'est ton premier jeu ? T'as commencé par masteriser ça ? T'as pas d'autres expériences de jeu de rôle avant ça ? Alors moi, j'ai commencé le jeu de rôle avec vous deux, il y a de cela 2 étés, et j'ai commencé avec Tales from the Loop. Tout premier jeu auquel j'ai joué. Et, si vous n'avez pas écouté l'épisode, écoutez-le. Lui aussi, il a été brisé par la pire engeance que le monde connaît. Ouais, les parents. Les parents terribles protagonistes de Tales from the Loop. Les seuls protagonistes, en réalité. Les T-Rex, tout le reste, on s'en fout, mais les parents... Presque antagonistes, je dirais. Les parents, vraiment... Terrible, quoi. Et donc, suite à cet été où j'ai découvert Tales, le groupe a continué à jouer au jeu de rôle. Et puis, au bout d'un moment, Jean et Antoine m'ont dit ça fait un moment qu'on masterise, ça serait bien que ce soit ton tour de masteriser. Et donc, j'ai cherché... C'est genre, on est des tyrans. Ouais, c'est ça. On est un peu comme ça. Bon, Ben, on en a marre de bosser, maintenant c'est ton tour. Genre, c'est comme ça qu'on t'a coincé, quoi. Non, parce que c'est vrai que ça me trottait un peu dans la tête aussi de masteriser. Et en fait, vous m'avez lancé la perche dont j'avais besoin. Et en cherchant un peu, je suis tombé sur ce jeu de rôle qui est un peu atypique quand même. Et j'ai jeté mon dévolu dessus. Et voilà, on en est maintenant. Très bien. Alors, on va arriver à la rubrique qu'on aime bien, c'est-à-dire les anecdotes. Du coup, moi, Insectopia, en fait, l'image qui me vient en premier quand j'y pense, c'est on a fait notre première partie, ça se passait dans une cité thermide, une thermidière, et il y avait une excavation avec une carrière de champignons souterraine, et il y avait donc une carrière de quartz, je crois que c'est ça, il y avait du quartz. C'est ça, oui.
Et on est descendu dans cette carrière, et la façon dont a été décrit l'endroit avec le quartz, alors moi je m'imaginais le quartz rose avec des reflets un peu violets, il y avait une musique, c'était l'ambiance. Moi je me suis retrouvé complètement dans Hollow Knight en fait, hein. J'étais dans Hollow Knight, dans la montagne, en plein milieu des cristaux là. Crystal Peak. Ouais c'est ça, exactement, Crystal Peak, et c'était vraiment, j'étais dans cette ambiance, et ça m'a pris pour tout le reste de la session, j'étais fou quoi. Donc ça m'a vraiment marqué, c'était cette sensation d'être dans un milieu un peu organique avec les cristaux qui reflètent, enfin c'était vraiment super. Donc moi c'est plus une ambiance que juste et plus une description et un lieu qui m'a marqué. Je vais enchaîner tout de suite parce que je te rejoins complètement dans cette ambiance qui est très marquée, effectivement. On jouait à Hollow Knight tous les deux et on jouait à Hollow Knight tous les deux alors qu'on a commencé à jouer à Insectopia, et forcément marqué par ce truc-là. Et lors de ce même scénario, alors qu'on était en train de déambuler dans les cavernes de quartz, on a été attaqué par un ver géant. On était plusieurs, d'ailleurs, l'un de Marie est décédé, je crois. Oui, elle s'est fait écraser contre un mur. Écrasée contre un mur par un ver géant, paix à son âme. On a fait une statue d'ailleurs. 150 ou 300 sépulture. On a fait un hôtel, effectivement. Après, la caverne s'est effondrée, donc compliqué. Ça, elle ne le sait pas. Ça, elle ne le sait, mais non, on ne peut pas le savoir, effectivement. Sa sépulture est encore plus grande, du coup, maintenant. C'est ça. Et je jouais un magicien qui contrôlait les éléments, notamment l'air et la terre. Et alors qu'on avait combattu un terrible méchant traître qui était horrible, on a réussi à le surélever dans les airs et le décapiter avec une lame de terre, parce que du coup je contrôlais la terre et j'avais pu contrôler la caverne pour qu'elle trucide le méchant. Et je me rappelle que cette scène, moi, m'avait particulièrement marqué. Ah, c'était plutôt classe. C'était plutôt classe. Ouais. C'était très classe. Et du coup, maintenant que tu me racontes ton histoire, je l'imagine presque plus avec des cristaux qu'avec de la terre. Bah oui. Évidemment. Ce qui rend le truc avec des reflets partout, ce qui rend le truc encore plus incroyable. C'était une boîte disco en fait. Et du coup, la stèle, c'est plus une stèle de terre, c'est une stèle de cristal. Ouais, c'est ça. C'est du granit cristal. C'est du granit cristal. Ouais, c'est ça. Rosé. Exactement. Elle va être conservée à jamais dans le cristal. C'est ça, exactement. Moi, je me rappelle très bien de cette scène. Le méchant, c'était un peu anticlimatique. Le méchant, ouah, je vais tout buter. Et poum poum, décapité. Ouais, j'étais un peu resté sur ma faim là. J'avais prévu des belles choses pour ce méchant-là, et Jean. On a prévu d'autres. Jean avait prévu d'autres choses, ouais. Il y a eu des on va dire des jets critiques, on va dire ça comme ça pour l'instant. Il y a eu des jets qui ont fait qu'effectivement la magie était trop puissante ce jour-là. Ouais, la magie a eu raison du méchant. Bon, c'est à mon tour de vous donner une anecdote côté MJ. Toujours sur ce premier scénario qui nous a décidément marqué. Les joueurs avaient rendez-vous à la cour de la cité, et après quelques discussions, ils ont demandé une audience auprès de la reine. Et ils n'étaient pas encore coutumiers des différentes races et de la différente organisation un peu des races, et notamment de la reine. Et quand ils sont rentrés dans la pièce, ils ont été frappés, on va dire ça comme ça, par les phéromones que la reine dégageait. Et ils n'étaient pas du tout préparés, et ils ont été un peu choqués de ça. Et ça les a mis rapidement dans le bain. Dans la sauce. Dans la sauce, ouais. Pour vous imaginer, c'est un peu l'effet gravité, quoi. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la pièce et boum, on s'est agenouillé, tête contre le plancher, et puis on faisait pas les fiers, quoi. Ouais. C'est un peu cet effet-là. C'est même pas qu'on faisait pas les fiers, c'est qu'on faisait rien du tout, en fait. On s'est fait, écrasé par une puissance qu'on comprenait pas, et impressionné. Et heureusement qu'elle est sortie de la pièce. Complètement, oui. Complètement. Vous êtes sorti de la pièce, c'est elle qui vous a fait sortir. Hein. Ah, c'était pas elle qui s'est barrée ? Ah bah non, la reine, elle va pas bouger de son trône, la reine. Ah ouais. Ouais, surtout qu'elle était en train de pondre, donc... J'ai pas envie de savoir ça. Comme vous l'aurez compris, on vous parle d'un jeu, Insectopia, où on incarne... des insectes. Et même plus, on pourrait dire... des intres. Voilà. Ça se passe dans un monde... On parle sous le contrôle du maître du jeu, bien sûr. Du Deus. Du Deus, comme on l'appelle. C'est pas maître du jeu, c'est Deus. Du monde en Thomas, donc on reviendra un peu plus là-dessus. C'est un monde à connotation, on va dire, médiévale, fantastique. Oui, donc on joue des insectes qui sont évolués, qui se tiennent debout et qui ont fondé leur propre civilisation. Et donc ça a été fait par la maison d'édition Odonata Édition, qui au début était un petit groupe d'une quinzaine de personnes, sous l'égide d'un chef de projet et auteur principal du jeu qui s'appelle Florent Moragas.
Actuellement, ils ont un autre jeu en cours qui est Omega, qui est en cours de production, qui Jean connaît bien. Non, pas encore. Pas encore, il a pledgé. Il connaît. Ils ont aussi La Brigade du Steam, donc c'est tiré du roman éponyme qui, normalement, une sortie est prévue. Et Around, qui est un jeu médiéval, fantastique, apocalyptique, communautaire, donc c'est gratuit pour tous. Ça a été fait avec quelqu'un qui s'appelle Kevin Millot. Alors tu me dis que c'est Odonata Édition, pardon, mais il y a aussi une association qui va avec et qui a l'air d'être plus ou moins liée. Alors initialement, c'était l'association Somni Semen, c'est une association qui se décrit comme ayant pour but de concevoir et promouvoir des jeux de qualité professionnelle. Donc ils étaient une quinzaine au début, et au final ils ont créé la maison d'édition Odonata Édition. D'accord, donc Odonata Édition, qu'on soit d'accord, c'est un studio d'édition français. Oui. Et c'est de la création française. Tout à fait. Alors que ça n'est pas traduit dans d'autres pays pour l'instant. Non, c'est fait par des Français pour des Français. D'accord, très bien. Donc c'est la sortie 2016. Voilà, le jeu est sorti en 2016 après un financement participatif sur Ulule qui a commencé en mai 2015. Ouais, à hauteur de environ 16 000 euros. C'est ça, tout petit peu. D'accord, donc c'est un financement qui a bien marché, mais qui n'a pas non plus un immense financement. Donc c'est un jeu qui, le jour de sa sortie, était un jeu... C'est confidentiel. C'est ça, plutôt de niche, quoi. Ouais, le jour de sa sortie, oui. Et il y a eu récemment, donc fin 2021, un second financement participatif, cette fois-ci sur Game on Tabletop, oui. Pour la réédition enfin pas la réédition, on va dire la version 2 ou 1.5 des tomes de base, plus l'agrandissement de la gamme. Et cette fois-ci, ils ont récolté environ 32 000 euros, donc quand même le double. Ouais, ils ont bien marché après leur lancement en 2016, ça a eu un bon succès. Et les joueurs sont prêts à s'investir dans ce jeu de rôle. Ouais. Du coup, l'auteur, c'est Florent Moragas, c'est ça ? Voilà, c'est ça. L'auteur principal. Oui. Et ensuite, il y a des illustrateurs, par exemple, parce que quand même l'illustration, on peut le dire, c'est peut-être une des raisons du succès du jeu. Hein. Oui, c'est beau. C'est très beau. On peut le dire, c'est beau. Ouais, les bouquins sont magnifiques. Et donc un grand bravo aux illustrateurs. Donc je vais les citer un petit peu pour leur rendre honneur. Donc il y a Olivier Sanfilippo, qui est un illustrateur qui travaille dans le milieu du jeu de rôle depuis plusieurs années. Et il a collaboré sur divers projets, notamment Les Ombres d'Esteren, pour ceux qui connaissent. Il y a Jidus, qui est un illustrateur autodidacte qui a surtout collaboré avec l'éditeur Scriptarium pour Défis Fantastiques et Loup Solitaire et Rêve de Dragon. Nico Zor, qui est un illustrateur professionnel qui travaille sur d'autres projets, notamment la BD, et c'est un passionné d'insectes, donc c'est pour ça que je pense qu'il a été choisi. On a Frédéric Petit, qui est un maquettiste professionnel pour un magazine, qui s'est passionné pour le jeu de rôle depuis longtemps, et c'est lui qui a signé la maquette d'Insectopia, avec toutes les illustrations aussi. Il y a Laura Bevon, qui elle est une illustratrice en freelance, qui a un site internet que vous pouvez aller voir, qui a travaillé sur des board games, et sur d'autres RPG tels que Mornblade, Westland, voilà, pour les Casus Belli aussi. Je vais en oublier certains, mais voilà, c'est les principaux que j'ai retenus. Bon, l'univers dans lequel ça se passe, du coup, pour le décrire, qu'est-ce qu'on pourrait dire moi, ça m'avait fait penser à peu près à Arthur et les Minimoys, dans le côté tout est grand, on est petit autour de quelque chose de grand. Les légendes de la garde aussi, auxquelles on a joué, c'est un peu ce côté, on est petit face à l'ensemble du monde. Bon, Hollow Knight, je pense qu'on est tous d'accord. Oui, ça, pas de problème. Peut-être avant la chute. Que Hollow Knight, il y a ce côté désolé, post-apocalyptique. Il y a beaucoup de choses. Alors que là, finalement, il y a une civilisation qui est florissante et qui explose, et on n'est pas du tout dans. Ce qui est assez marrant, c'est que Hollow Knight, c'est sorti en 2017. Je crois que c'est la pré-prod a commencé en 2014. Et là, c'est sorti en 2016. Et la pré-production avait commencé aussi dans les années 2015, avant le financement participatif. Donc ça a des deux projets qui ont été créés, je pense qu'il n'y a aucun rapport, mais il y a quand même... une vibes un petit peu commune, ouais. Complètement, ouais. Et après, ça ressemble quand même beaucoup à des univers médiéval fantastiques, on va dire... ça fait très, Aria dans le délire, ou des choses comme ça. Des univers où il y a un peu de magie, beaucoup de communautés qui s'entrecroisent. Ça part quand même d'un socle commun très médiéval fantastique, même si derrière... Et alors très fourni d'ailleurs. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui, le lore est très fourni. Effectivement, on joue des insectes qui n'ont pas grandi. Hein. Ils sont toujours la même taille. Ils ont évolué, on va dire, de manière intellectuelle. Ils sont organisés en civilisation. Et donc on joue de l'infiniment petit dans de l'infiniment grand.
Oui, d'accord. Bah, ça me fait penser aussi, moi, un peu aux fourmis, la saga littéraire de Bernard Weber, qui explique le fonctionnement d'une fourmilière, enfin, à travers des personnages doués de conscience. Et c'est vraiment, enfin, il y a un peu ce côté-là. Je trouve que c'est important de dire quand même que c'est pas totalement anthropomorphe. C'est-à-dire que les insectes, ils ont pas des têtes humains. Enfin, ça reste des insectes quand même. Enfin, sur les illustrations, en tout cas, ils ont vraiment un côté. Ça dépend des insectes après. Il y en a qui sont vraiment les araignées, les aracs, qui ont effectivement aucune caractéristique physique. Anthropomorphes. Il y en a d'autres. Oui, ils sont debout. Par exemple, ça ressemble à des créatures humanoïdes classiques. Donc, je trouve qu'il y a effectivement il y a les deux. Tu peux trouver les deux. Regarde celui que tu as en face de toi, il est anthropomorphe. Il s'appuie sur un petit bâton, il a une tête, 2 yeux, 2 bras, 2 jambes. Ils sont dressés sur leurs pattes postérieures. Voilà, mais pour moi, ils sont pas anthropomorphes dans le sens où le visage, c'est vraiment un visage d'insecte classique. C'est comme la mouche, quoi. Enfin, tu vois, c'est ce côté. Ils ont pas essayé de mettre des traits humains, quoi. Oui, d'accord, ok, je vois après, où tu vas en venir. Il y a des habits d'apparat ou des armures, etc. qu'on peut... Quand tu joues un Skaven dans Warhammer, est-ce que tu estimes que c'est un personnage non anthropomorphe alors que tu as une tête de rat et un vrai museau, quoi. Oui, il y a plus anthropomorphes, quoi. Oui, d'accord, ils ont quand même 2 bras, 2 jambes. C'est la sensation que j'ai, en tout cas en regardant les illustrations. Du coup, tu nous as parlé un petit peu de l'univers. Ouais, je peux rentrer un peu plus en détail là-dedans. Donc on joue des intres qui sont des insectes évolués, et il y a plus de 500 cycles qui sont les années dans Insectopia. Les myrmides, qui sont les fourmis évoluées, découvrent les vestiges d'une ancienne civilisation qui aurait vécu sur cette planète, puisque les insectes sont désormais les seuls maîtres de la planète. Et donc cette ancienne civilisation, ce seraient des créatures gigantesques qui ne porteraient pas d'ailes, pas de pattes, pas d'antennes, et qui auraient atteint un niveau de civilisation très élevé, qui maîtriserait la science et la nature. Il maîtrisait le podcast, Écoute, potentiellement, il pourrait maîtriser le podcast. Et l'arme nucléaire, je crois. Et peut-être l'arme nucléaire, C'est clairement les 2 trucs importants à citer pour une civilisation. Oui, je pense que... c'est des gates, tu vois. Et donc après cette découverte, les fourmis évoluées décidèrent de pousser un peu plus en avant les recherches sur cette civilisation perdue, et ils ont fondé une nouvelle religion qui s'appelle le culte des anciens dieux. Opposé à cela, il y a une très grande race qui s'appelle les termides, donc c'est les termites évolués, qui sont le fer de lance des intres animistes, qui vouent un culte aux dieux de la nature. Donc il y a une vraie opposition entre le nord du territoire d'Antoma, et qui est cultiste, qui voue un culte aux anciens dieux, et le sud qui est animiste et qui voue un culte aux dieux de la nature. À cela, il y a une troisième force, un peu plus obscure et discrète, qui va intervenir dans ce contexte, qu'on appelle les blafards. Et donc c'est des intres qui sont rendus malades par les découvertes de vestiges de la civilisation oubliée, et qui souhaitent la destruction de l'ordre établi. Et du coup, nous, dans cet univers, on joue des personnages qui peuvent appartenir à toutes les factions. Tout à fait. Il y a 20 races, 18 qui sont des intres et 2 qui sont des aracs, les araignées. Et vous pouvez jouer n'importe quoi. Ouais, d'accord. Donc on joue, on l'a dit, des intres. Ou des aracs. Ou des aracs, c'est vrai que c'est pas considéré. Et les scénarios qu'on joue, tu dirais que ça ressemble à quoi environ ? Alors, ce sont des scénarios qui sont plutôt de l'aventure, de l'intrigue, un peu d'enquête. Il y a quelques combats, mais c'est pas non plus le cœur du gameplay. Ouais. Voilà, et il y a des idées de conflits territoriaux, idéologiques, économiques et politiques aussi. Beaucoup de politique. Ouais, ça peut faire penser un petit peu à Game of Thrones, par exemple, pour certains côtés, voilà. Sur cet aspect politique, moi je trouve que ça y fait penser un petit peu. C'est vrai que sur les scénars qu'on a joués, il y avait souvent des histoires de trahison, des cités en danger pour des manipulations qui avaient lieu à l'arrière. Enfin, c'était souvent ça le cœur. Ouais, les cités, c'était vraiment le cœur des scénarios. Hein. C'était vraiment des entités à part avec une architecture très détaillée. Elles ont toutes l'air d'être très différentes. Elles sont toutes très différentes. Et du coup, c'est des univers très marqués à chaque fois dans les cités. Et c'est très visuel en fait, les descriptions sont extrêmement bien faites et je pense que les joueurs et le maître du jeu s'imaginent vraiment dans la cité en elle-même.
Soit aller contre la falaise, soit aller dans un arbre particulier, il y a des fleurs. Et puis il y a un système chacune, c'était avec la myéline, il y avait les excavations de champignons, enfin il y avait tout un... C'est peut-être ce côté très marqué qui nous a fait aussi penser à Hollow Knight, le côté tableau. Tu rentres dans une zone, c'est vert, tu sors de la zone, t'es dans les champignons, c'est violet, et genre... il y a ce côté, c'est ça, vraiment marqué, quoi, ça c'est sûr. Donc le système de jeu, on peut en parler aussi, hein, comme d'habitude. Ouais, c'est un système qui est différent un petit peu de ce dont on a l'habitude. C'est vrai qu'il y a une certaine particularité quand même. Oui, il y a quelque chose qui manque, et qui manquerait probablement... Est-ce que vous entendez ce bruit ? À la plupart des gens, puisque l'originalité, c'est que, en tout cas dans le système classique, on n'utilise pas de dés. Non. Tout à fait. Et pas de cartes. Et pas de cartes. Qu'est-ce qu'on utilise ? Mais oui, du coup, on peut pas jouer. Les dés sont remplacés par ce qu'on appelle des blattes. Donc c'est des sortes de pastilles, billes, je sais pas comment vous les définirez vous voyez de couleurs. Les perles de verre plates, là, les billes plates qu'on à la récré là, à l'époque, c'est exactement ça, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, et donc c'est un sachet, il y en a 42 dedans, il y a 5 couleurs différentes qui vont définir une réussite critique, une réussite améliorée, une réussite normale, un échec normal, un échec critique. Et en fait, les joueurs vont piocher dans ce sac de billes un nombre de billes qui est dépendant de la difficulté de l'action ou de l'opposition qui est comparée à leurs caractéristiques. D'accord, donc en fait, pour résumer, on a un sac, on met la main dedans et on tire une blatte d'une couleur, donc rouge, bleu, enfin rouge, vert, bleu. Au hasard, on sait pas ce qu'on tire. On sait pas ce qu'on tire, on révèle la couleur et ça va nous donner un effet. C'est un peu Motus en pimpé, quoi. Ouais, c'est ça. Et le Deus nous dit t'en tires une, t'en tires deux ou t'en retires trois d'un coup, et c'est lui qui décide combien on en tire en fonction de nos compétences et de nos points qu'on avait sur notre fiche de compétences, ce qui nous permet de réussir ou échouer, comme c'est arrivé plusieurs fois, notamment hier soir, l'action. Oui, je pense qu'on peut donner un exemple pour que ce soit un peu plus parlant. Ah ouais, donnons le meilleur exemple. Donnons par exemple le début de la session d'hier. Moi, je trouve que c'est le meilleur exemple. Ouais. On était en train de marcher dans un hall. Tu sais, la magie le personnage d'Antoine qui s'appelait... Il s'appelait comment mon personnage ? Mocha le Gris. Mocha le Gris, ouais. Mocha le Gris se penche vers mon personnage, qui s'appelait comment déjà ? Pénor. Et l'humilie. Moi je me rappelle d'une petite humiliation bien sentie, en mode ça va, t'es pas trop mal à l'aise ici parce que t'as vu, c'est beau et toi t'es moche. Globalement c'était ça qui a été dit. Et Pénor, qui était un mage qui contrôlait l'air et la terre, a voulu se venger de ce petit bâtard et le faire trébucher en envoyant une petite bourrasque de vent dans ses pieds. Et là, du coup, Ben, qu'est-ce que t'as fait ? Alors là, on a fait un test d'opposition. Donc le mage avait une certaine caractéristique d'air. Donc tu avais 3. J'en ai 3, ouais. Et tu m'as demandé à faire une bourrasque de vent, une toute petite bourrasque pour faire trébucher Antoine. Ouais. Ce petit bâtard d'Antoine. Donc, c'était Mocha. C'était une difficulté de 1. Et donc on a opposé le 3 d'air à 1. Donc ça fait le résultat est plus 2. Ouais. Donc tu dois piocher 2 blattes, donc au hasard. Tu révèles les 2 blattes et comme le résultat de la soustraction est positif, c'est le joueur qui choisit la blatte, la couleur de la blatte, parmi les 2 qu'il a choisi. J'ai tiré une bleue et une verte. Voilà, donc tu as choisi la verte qui est une réussite améliorée. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que à la fin, il n'y a qu'un seul résultat. Vous ne choisissez qu'une seule blatte. C'est pas parce que vous allez tirer 4 ou 5 blattes qu'elles vont s'additionner. Il n'y a qu'un seul résultat qui est retenu. Même quand Antoine tire 3 blattes noires, il en prend qu'une. Voilà. Très drôle. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une soustraction, de la caractéristique du joueur ou de l'intre versus un autre intre ou une difficulté. Et soit le résultat est positif, soit il est négatif, soit il est nul. Donc si le résultat est nul, vous piochez une blatte et c'est tout, on prendra que ce résultat-là. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que la verte a été sortie, Antoine a trébuché et l'action a continué. C'était vraiment très fluide en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que là quand tu le décris, ça a l'air un peu... Il y a beaucoup de règles et de sous-règles qui viennent sous-tendre les jets, mais finalement... C'est très rapide. En fait, c'est le Deus qui gère ça derrière son paravent et les joueurs n'ont pas accès à ça. Toi, tu m'as juste dit, Jean, tu tires 2 blattes, je les ai tirées et t'as décrit la suite. Et en fait, c'est un système qui est très rapide, qui est même... presque plus rapide que le jet de dés, parce que le jet de dés, tu tires, t'attends le résultat, et toi, il y a vraiment un côté, je vais chercher ma blatte, je te la montre, et hop, tu me décris le résultat de l'action, c'est ultra fluide, ultra rapide, et très ping-pong, quoi, ça marche bien. Exactement, oui. Et donc, ces différents jets, ils s'organisent autour de compétences, enfin de caractéristiques. Voilà, c'est ça, donc on a des caractéristiques donc, qui sont
propre aux insectes. Donc on a l'aile, les antennes, les phéromones, la chitine qui est la carapace, on va dire, des insectes. Hein. Ça existe vraiment, vous pouvez aller sur Google et taper chitine. Voilà. C'est un peu un système commun, tu sais, Alien par exemple, sur la fiche de personnage d'Alien, il y avait des caractéristiques classiques. Des attributs, des compétences qui en découlent. Des compétences découlaient de chacune des caractéristiques, c'est un peu pareil. Là, vous avez parlé par exemple d'antenne. Oui. Antenne, c'est une caractéristique, et il y a 2 compétences qui se détachent, c'est phéromone et tir. C'est tout à fait ça. Après, c'est un système qui est assez répandu. C'est classique, oui. Tails, t'as la même chose, t'as beaucoup de systèmes comme ça. C'est ça, il y a une caractéristique principale qui ensuite, dont vont dépendre 2 caractéristiques secondaires. Et voilà, les valeurs de l'un se répercutent sur les secondaires. Ok, donc ça c'est assez organisé, c'est assez simple à comprendre, quoi. Par exemple, il y avait pour les Blats, ce qui serait intéressant de parler, c'est par exemple le combat. C'est-à-dire que tu nous fais tirer pour l'initiative, c'est pas un GD ou etc. C'est tu nous fais tirer dans le pochon et puis on regarde et chacun a une couleur et détermine quel tour du combat on va jouer. Oui, voilà, dans les combats, il y a la notion d'initiative qui est présente, comme dans beaucoup de jeux de rôle, et chaque insecte va tirer un nombre de blattes qui est égal à son activité. Et les tours d'action sont divisés en ceux qui ont pioché la blatte rouge jouent en premier, puis ceux qui ont pioché les blattes vertes, la bleue, la blanche, etc. La noire, etc. Et il y a quand même du coup une compétence qui est un peu particulière dont tu pourrais quand même nous parler là, c'est les phéromones, on n'a pas encore parlé, qui est quand même quelque chose d'assez particulier à ce jeu et qui n'existe pas vraiment ailleurs. Il y a des trucs qui ressemblent, mais il y a quand même des interactions entre les personnages qui sont possibles via ce système-là, et c'est une des mécaniques les plus intéressantes qu'il y a dans ce jeu. Je sais pas ce que t'en penses, Ben. Oui, je trouve que c'est ce qui fait un peu le sel d'Insectopia. C'est les intres sont à l'image de leurs ancêtres. Ils sont dotés d'une chitine rigide, d'ailes, d'antennes, d'yeux, des facettes. Ils ont 6 membres et ils ne communiquent pas forcément par la parole, même s'ils le peuvent, mais ils communiquent beaucoup avec des phéromones, donc Pardon. Là, je t'envoie mes phéromones de respect, par exemple. Voilà. Alors qu'on communique et qu'on se rend compte, Ben, là, je suis en train d'envoyer beaucoup de phéromones de respect vers toi, et tu les captes, et ce jeu fait ça. C'est un peu un langage chimique. C'est un langage chimique. Ça met une surcouche supplémentaire où tu peux mettre, par exemple, tu peux en fait rendre plus subtiles certaines interactions entre les personnages. Si par exemple, je rencontre Antoine et j'ai envie de lui dire, voilà, écoute, je suis très honoré de te rencontrer, mais en fait, je vais envoyer des phéromones de doute sur lui, il va percevoir finalement ce double discours. Ça permet de faire ça avec les personnages, entre les joueurs et aussi entre les joueurs et les PNJ. Et ça met cette surcouche supplémentaire un peu subtile qui est assez drôle à faire. C'est une compétence qui est un peu à l'intersection d'autres compétences. Par exemple, dans d'autres jeux, on peut dire il y a la psychologie. Là, c'est un langage à part. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que des fois, tu nous dis, OK, qu'est-ce que tu veux faire ? On parle, il y a un langage, et puis tu vas nous dire, oui, alors là, tu peux envoyer des phéromones pour qu'il y ait un double discours ou qu'il y ait des choses qui soient perçues par certains membres et pas d'autres. Il y a un côté vachement intéressant. Ça permet de mécaniser une intention. T'es en mode... On parlait de la politique, complètement, ce système est tout le temps présent dans les interactions politiques du jeu. Oui, ça affine en fait le discours que vous pouvez avoir et on peut teinter en même temps de sentiments et d'intentions. C'est ça. Et ça aide le roleplay en fait. Ça aide énormément le roleplay. Ça sert le propos du jeu. Si t'arrives pas à montrer au MJ que tu veux faire passer cette émotion-là, avec les phéromones, tu peux juste le faire passer. C'est pas forcément un test, ça va juste être une liberté laissée aux joueurs et de temps en temps, par contre, il y a des tests liés aux phéromones. Et puis ça associe bien le système de caste qui est très présent dans le jeu. Il y a tout ce système-là. Ça permet de faire respecter l'ordre établi, on va dire. Par exemple, quand tu nous disais, on est rentré dans la salle de la reine, elle nous a envoyé des phéromones, on était par terre, quoi. Ouais, c'est ça. Ça nous met sur une... c'est c'est super bien fait. Et en plus de ça, ça nous fait vivre le côté insecte du jeu. Oui, ça vous fait rentrer directement dans la peau des personnages. Ça nous rappelle qui on est. Exactement. Et je trouve aussi que ça peut aider des jeunes joueurs qui sont pas forcément habitués au jeu, qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre la parole ou de s'exprimer devant d'autres joueurs. Et ils disent, si lui il a du mal à s'exprimer, il peut dire je rajoute ces phéromones de tel type, de peur, d'anxiété, d'excitation. Ça permet d'aider le roleplay pour ceux qui ont du mal, etc. Voilà, ça fait très vite rentrer dans les personnages et dans le monde. Voilà. Après, il y a un système de jeu qui est assez complexe. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut aller piocher dans les règles, on va pas tout expliquer aujourd'hui. Il y a quand même un système intéressant, c'est les blattes de chance au début.
un peu les points de destin, c'est-à-dire que pareil, c'est tout fait avec les blattes, tu tires des blattes et tu vois, t'as des blattes rouges, par exemple, hier t'as tiré une rouge, une verte, une bleue, et donc 3 blattes super fortes, et ça lui permet de changer à n'importe quel moment un test. Il a tiré une mauvaise blatte, il change par rapport à une de ses blattes qu'il a tiré pour la partie. Ah bah oui, il y a un test critique où j'aurais pu rester inconscient pendant 3 jours, parce que j'avais tiré une blatte noire sur un rituel chamanique, et du coup j'allais pas tolérer ce qui allait m'arriver, et juste être fin du game pour moi. Et du coup, j'ai pu remplacer ce mauvais jet par une de mes blattes en réserve, de mes blattes de chance. Ouais. Et j'ai pu mettre une blatte verte, celle qui me restait. Et du coup, ce qui m'a permis juste de survivre. Oui, heureusement qu'elles étaient là, ces fameuses blattes de chance, Jean. Hein, oui, heureusement. Voilà, même une blanche, ça aurait été bien, en fait. Même une blanche, ça t'aurait suffi. Hein. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que ces blattes de chance, on les tire au tout début du scénario, hein, avant de commencer. Et on ne peut pas les changer, bien évidemment, sauf capacité particulière. Tu parles des capacités, du coup, justement. Ouais. Il y a des capacités qui sont des capacités, par exemple, tu es ailé, donc tu peux t'envoler, etc. Et tu as des capacités qui sont un peu comme des pouvoirs, je mets entre guillemets, et qui permettent, en dépensant une monnaie, enfin ce qu'on appelle le fluide, en dépensant du fluide, tu peux utiliser ces capacités pour améliorer tes jets de blattes, etc. Soit par exemple en améliorant la couleur de la blatte, soit en améliorant le nombre de blattes que tu tires. Et ça s'utilise en dépensant donc ces fameux points de fluide. C'est ça. Ils sont aussi, pas des points de destin, mais ils sont limités dans le temps. Un peu des points de pouvoir, c'est du mana, quoi. C'est un peu ça. C'est une sorte de mana qui se régénère très lentement. Souvent, on les régénère à la fin du scénario. Si le scénario est un peu long, on peut les régénérer un peu plus souvent. Mais voilà, c'est vraiment comme de la mana. Et c'est pour, comme tu l'as dit, Antoine, on peut prendre l'exemple de hier, par exemple, quand tu as fait un test de phéromone et que tu as utilisé la capacité perception chimique hors du commun. Voilà, la perception chimique hors du commun qui t'a permis de dépenser un point de fluide pour augmenter la couleur d'une blatte. Donc tu as tiré une blatte verte et donc du coup on l'a augmenté d'une couleur, donc tu as eu la blatte rouge. J'ai soumis le perso en face, je vous le dis. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Hein. Il y a quand même un truc à souligner, c'est que le vocabulaire du jeu est assez incroyable. Et on parlait de tout ce qui t'aide à rentrer dans le jeu, du style les phéromones, choses comme ça. Le vocabulaire, le nom des compétences, le nom des attributs, le vocabulaire en général du jeu, t'immerge vraiment de façon très forte dans ce monde insecte. Au tout début, ça peut être un peu compliqué de comprendre. Ce que ça veut dire, par exemple, on va vous dire les ancêtres pour les mettre. Toutes les notions d'unité sont changées, etc. On comprend rapidement, et ensuite c'est vrai que ça permet de vraiment rentrer dans le vif du sujet, quoi. Ouais, ça c'est vraiment un des points forts du jeu, je trouve. Vraiment son vocabulaire qui te met à fond dedans. Ouais, c'est très très gros point fort du jeu, je trouve. Ouais. Alors, on peut aborder un peu la création de personnages, parce que c'est quand même un jeu qui permet de créer ses propres personnages et de jouer des campagnes, on y reviendra après. On en a fait une ce matin, création de personnages. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Ben, sur la création de perso ? Alors la création de personnages, elle est assez rigolote, puisque le but de la création de personnages, c'est d'imaginer l'évolution de votre insecte, de l'état d'œuf à larve et puis d'insecte adulte. Donc il faut juste choisir au début une des races, et puis au lieu de lancer des dés comme on le ferait pour les autres jeux pour tirer les caractéristiques, les joueurs piochent des blattes, et donc en fonction de la couleur qu'ils ont tirée, on augmente la capacité principale ou les capacités secondaires ou des capacités en plus. Là, on peut jouer plein de classes de personnages. Là, ça ressemble plus à des jeux classiques. Vous avez 20 races, c'est beaucoup, il y a 20 races d'insectes. En plus de ça, il y a des classes différentes, il y a des castes différentes, il y a un nombre de capacités important, et on va dire qu'on peut quand même beaucoup personnaliser le personnage, et tout ça est motorisé une fois plus par des blattes, et donc c'est assez accessible, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on pioche, on regarde, ok, on applique l'effet, et puis voilà, quoi, ça va très vite quand même, ça doit prendre 15 minutes à faire un personnage. Ça nous a plus pris 20-30 minutes en vrai. Parce qu'on voulait... Justement, tu l'as dit, il y a beaucoup de choix, et en fait, si jamais tu veux faire un choix éclairé, il faut quand même, t'as lu le bouquin pendant 10 minutes pour pouvoir choisir ta capacité. Mais c'est parce que nous, on voulait vraiment piquer le personnage. Ce que je dis, c'est que, il y a beaucoup de choix, donc forcément, ça prend quand même un petit peu de temps, ça prend pas 10 minutes. Mais c'est pas... Ça prend un peu plus de temps. Contrairement à d'autres jeux, c'est pas 1 heure, 1 heure et demie de personnage, quoi. Non, ça va assez vite, on est d'accord. Ce qui est, oui, ça prend une demi-heure, on va dire, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a 16 castes et métiers, il y a 6 formes de magie, 6 écoles de combat, il y a après plein de petites capacités partout qui peuvent venir agrémenter le gameplay de votre insecte, et
ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de min-maxing, c'est que les capacités que vous allez choisir, elles vont pas être forcément très fortes, ou il faut réfléchir à ce que vous avez pris avant. C'est en fonction de votre roleplay, ce que vous avez envie de jouer en fait. Même si on essaie de minimaxer quand même un peu. Oui, nous on est les pires, mais mais non, t'as raison. Mais je veux dire, ça oriente les personnages. Il y a forcément des compétences où on sera fort de toute façon. Voilà, c'est ça. Parce que la race va pousser vers ça. La etc. race, voilà, pousse souvent vers un archétype. Et la caste ou Voilà, mais vous pouvez très bien prendre une capacité, comme vous l'avez fait, de musicien, d'art de la forêt. Art du spectacle, peut-être. Voilà, vous pouvez prendre vraiment des choses comme ça assez diversifiées. Et donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps, mais il n'y a pas de min-maxing particulièrement, je trouve, dans ce jeu. C'est plus vraiment du lore, en fait, vraiment pour améliorer son background de son personnage. Ouais, il y a une écriture. Et qui, en fait, va vous pousser à jouer à fond votre intre et à rentrer très vite dedans aussi, dans la peau d'autres insectes. D'accord. Une partie, tu dirais que ça dure combien de temps environ On a une petite idée, nous, mais... un scénar classique d'Insectopia. Scénar classique. Scénario, c'est entre 3 et 4 heures, suivant combien de joueurs vous êtes. Ça peut dépasser un peu. Bon, mais c'est quand même un jeu, je trouve... Alors, nous, on est des spécialistes pour... S'égarer dans un trouver scénario. Des chemins alternatifs. Voilà, ça c'est sûr, mais je trouve que c'est un jeu qui te pousse beaucoup à t'égarer, parce qu'en fait, il y a tellement de choses... Il y a tellement de trucs qui peut-être... Puis t'as envie de découvrir, on te dit, dans le scénario, des nefs, c'est quoi à la des base, nefs, il n'y avait rien derrière et que c'était juste pour faire du décor. Mais il y a tellement de petites particularités un petit peu partout que t'as très envie de t'égarer et de digresser, quoi, de partir un peu dans tous les sens. Et du coup, 3-4 heures, on va dire, c'est la trame principale. Oui. Mais si vous prévoyez de partir, de digresser, ça peut vite s'allonger. Oui, les joueurs débarquent dans un univers complètement nouveau, avec des formes et des couleurs complètement bigarrées, on n'a pas du tout l'habitude, et vous débarquez aussi souvent dans un nouveau lieu, une nouvelle cité, avec des organisations et des quartiers complètement différents, donc forcément, les joueurs, ils ont envie de se perdre là-dedans, d'aller voir un peu tout, et donc, si vous avez envie de jouer le scénario, effectivement, c'est, je pense, 3-4 heures, et après, vous pouvez vraiment digresser. Alors, c'est pas grave de digresser dans le jeu de rôle, justement, c'est là où on s'amuse souvent. Ça, c'est pas grave. Souvent, c'est grave. Et donc, voilà, on peut passer de 3-4 heures à bien 5-6 heures, sans souci. Tu dirais que ça s'adresse à qui, par exemple, en termes de maître du jeu ? Alors, pour un maître du jeu, moi, c'était mon tout premier jeu de rôle que je masterisais. Il n'y a pas de règles très compliquées, c'est pas très rigide en termes de règles. Il y a un lore qui est très fourni, le bouquin de base est très très beau. Et il y a 300 pages vraiment que de lore, les 200 pages que de lore. Et il y a une histoire à lire, il y a beaucoup de choses à lire, et si le MJ lit ça, après, c'est très facile, très plaisant de venir distiller un petit peu ces informations aux joueurs qui n'ont pas besoin de lire le livre de base, ils ont juste besoin de connaître les règles basiques, et après le MJ incorpore un petit peu les règles un peu plus fines. Il y en a quelques-unes, mais surtout ce qui est très plaisant, c'est de venir distiller toute cette petite information de lore sur les races, sur les organisations. Au fur et à mesure des parties, quoi. Le travail, il est dans la maîtrise du lore par le MJ, plus qu'il n'y a pas d'un système de règles si complexe que ça. Mais par contre, il faut maîtriser son background, maîtriser son scénario. C'est là qu'est le plaisir du jeu, donc c'est là qu'est la difficulté possible pour le MJ. C'est un jeu qui semble accessible pour les maîtres du jeu à peu près à tout le monde. C'est pas le jeu le plus simple non plus. Par exemple, quand on parlera à Tales, je pense que c'est plus simple à masteriser Tales qu'Insectopia. Enfin, ça me semble le plus simple, parce que là, il y a beaucoup de lore, il y a beaucoup de choses à maîtriser quand même, il faut se rappeler. Mais après, comme on dit, il n'y a pas de jeu qui ne s'adresse pas aux débutants. S'ils veulent, ils prennent le bouquin et puis ils bossent, quoi. Hein. Mais ça me semble être... On peut complètement commencer par ça. Je pense, en tant que maître du jeu, comme tu dis, Ben, ça me semble... Oui, l'intérêt de ce jeu, c'est l'immersion, en fait. Donc, il faut connaître le lore pour que ce soit très immersif pour les joueurs. Ouais. Okay. Et du coup, pour les joueurs ? Alors, pour les joueurs, je pense que ça s'adresse à peu près à tout type de joueurs. Je sais pas ce que t'en penses, Jean. Oui, je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière. C'est-à-dire que les débutants... c'est très accueillant comme univers. Très simple à jouer. On va te dire, pioche des blattes, tu vas regarder la couleur et ça va te donner ce qu'il faut faire. Il y a tout un système de pré-tirés avec les premiers scénarios qui sont très accueillants. Et pour les joueurs aguerris, justement, déjà l'univers est vraiment très développé et très sympa. Et original aussi. Et le système de blattes, mais ça peut changer un peu du système de dé classique. Oui, alors là, peut-être qu'il y a des gens qui n'arriveront pas à passer à ça.
Le jeu prévoit de toute façon un relais par des dés si jamais vous préférez jouer avec des dés, mais c'est vrai qu'il est ultra accessible et on ne s'emmerde pas quand on est un joueur aguerri là-dedans, parce que le lore est diversifié, et du coup tu peux peut-être plus vite rentrer dans certaines choses. Visiblement il y a des campagnes incroyables à jouer et toute une partie de l'univers qu'on n'a pas encore vu, surtout du côté des fourmis, des myrmides, où on n'est pas vraiment allé avec ces histoires de culte des anciens dieux, etc., où il y a l'air d'avoir des choses à aller voir. Et peut-être que du coup des joueurs aguerris pourront vraiment très très vite rentrer là-dedans. Ouais. Et en plus après on dit à qui ça s'adresse, c'est assez tout public. Hein. Les thèmes abordés, ils sont, j'allais dire les termes, mais non, les thèmes abordés ils sont plutôt, il y a pas de choses. Il y a une naïveté très très pas cartoon, mais il y a un côté très quand même. Pour l'instant de ce qu'on a vu. Même s'il y a de l'intrigue politique et il y a des faux semblants, mais les méchants sont méchants, et il y a ce côté quand même finalement. C'est cartésien quand même. Oui, il y a une sécurité là-dedans émotionnelle quand même. Tu vas pas te faire attraper par quelque chose que tu t'attendais pas là-dedans, dans le sens une scène trop violente pour toi, des choses comme ça. Il y a pas ça. Ouais. Alors je mets une petite nuance là-dessus. Nous, on a joué pour l'instant vraiment les 3 premiers scénarios, je pense, qui ont été écrits sur Insectopia. Ce sera pas forcément aussi vrai dans les autres scénarios qui arriveront par la suite. Ouais, évidemment que tu peux avoir des scénarios qui sont un peu plus profonds, plus violents, des choses comme ça, mais le scénar d'intro, c'est quand même la vitrine du jeu, et c'est ça le feeling qu'ils veulent te donner. Donc, je suis d'accord. Tu fais le scénar d'intro d'un sombre, au hasard, tu te rends bien compte que le message du jeu est pas le même. Et là-dedans, tu peux quand même y aller en te disant que tu sais que tu vas vivre une épopée heroic fantasy, avec de l'aventure, avec des retournements, avec un groupe de personnes, il y a une bande, et on va partir ensemble, et à la fin, tu vas vaincre le méchant. C'est ça quand même s'il va y avoir d'autres choses. Ce qu'on a joué pour l'instant, c'était ça. Il y a un combat final, on se met sur la gueule, et à la fin, on gagne. Normalement. Il y a des à côté, mais le fait qu'on joue aussi des des insectes, ça nous détache un peu des fois du propos. Donc par exemple la violence, on est moins sensible, etc. Ça c'est sûr. Hein. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que les combats dans Insectopia, il n'y en a pas énormément. Si le MJ veut en mettre beaucoup, il peut. Mais les insectes sont puissants. Ils ont des armes assez destructrices, qu'elles soient des armes, on va dire, physiques ou des armes naturelles, parce qu'ils ont un physique particulier d'insectes. Et souvent, 2-3 coups suffisent à venir à bout de n'importe quel autre insecte. C'est assez rapidement mortel, ouais. Hein. C'est très mortel. Ça, c'est vrai. Hein. Donc, c'est vrai que le fait de jouer pas forcément des humains, ça vous détache un petit peu de la violence que peut y avoir dans les combats. Mais globalement, le jeu est quand même assez bon enfant. Il n'y a pas de thème très sombre ou assez clivant, je trouve, dans Insectopia. C'est toujours... les scénarios qu'on a fait, c'était toujours des très bons moments. Il n'y a pas eu de grand stress. Non, il n'y a pas eu de passage où on était gêné. Ça, c'est sûr. Ça dépend. Il y a des fois où on a été gêné, mais... Ah oui, mais c'était pour la bonne cause. ou gênant. Mais... Voilà, mais ça, c'est bon. Ici, il y a quand même un truc dont on peut aborder, c'est au niveau de ce qui pourrait être gênant, c'est que le jeu a un côté sexualité. Assez important, qui est quand même assez important. Il y a des compétences de sexualité, il y a des reproducteurs, il y a des jeux de séduction qui passent par les phéromones, mais qui passent par des compétences particulières liées juste, qui ne servent qu'à ça. Vous pouvez faire des personnages où ils ont des points, ils mettent des points de compétences dans de la sexualité. Donc il y a quand même cette partie-là qui n'est pas forcément tout public. Et c'est précisé plusieurs fois dans le livre que les intres sont très portés sur la chose. Tout à fait. Et régulièrement, ils en parlent. Il y a même une description d'un personnage pré-tiré qui dit qu'elle s'adonne à des orgies. Donc il y a quand même ce côté-là qui n'est pas bon enfant ou naïf, mais qui passe parce que c'est des insectes et que c'est des scarabées qui se frottent. Donc forcément, les images sont peut-être un peu moins violentes pour l'esprit, mais il y a quand même cette zone-là. C'est un jeu pour adultes, de toute façon. C'est un jeu pour adultes, oui, voilà. Mais on parlait de naïf, bon enfant. Il y a juste, faut pas oublier ce côté-là, qu'on n'a pas vraiment forcément beaucoup exploré dans tous les scénarios. C'est arrivé qu'on le fasse, mais... Voilà, c'est juste soulever ce truc-là. J'ai du mal à voir de quoi tu veux parler. Moi non plus. Non mais j'imagine, tu vois. Voilà, j'ai une grande imagination et je parle de quelque chose qui n'est pas arrivé. Là, il nous communique des phéromones de stress et de gêne et de passage à la partie suivante. Voilà. Parce que il faut aussi dire que la communication phéromonale. Alors donc là, tu viens de parler de la sexualité, mais la communication phéromonale, c'est autant un outil de communication que de domination, qui est propre aux insectes, et donc il y a aussi
une petite composante comme ça de domination, de soumission. Ah oui, le système de caste est le très, système très de caste, voilà, avec les dominants qui sont vraiment en haut de la société et les ouvriers qui sont en bas. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un tout petit peu plus mature qu'un jeu basique. En termes d'ambiance, pour les parties, des choses particulières que tu ferais, toi Alors nous, comme on jouait tous à peu près à Hollow Knight au moment où j'ai commencé Insectopia, c'est vrai que pour les ambiances, j'ai pris les bandes son du jeu. Ça marche très très bien. Ça marche extrêmement bien. C'est déroutant d'ailleurs. Ouais. C'est assez déroutant. Sinon, c'est des playlists assez basiques. Voilà, tu mets de fans, des tavernes. C'est un peu plutôt mettre fan, plutôt voilà, une taverne classique. Hier, on était au bord de la rivière. Je vous ai mis un petit cours d'eau qui coulait classiquement. Pocahontas qui me vient en figure là, quand tu dis ça. T'étais au bord de la rivière. Il y a eu un petit passage dans le désert. Il y a un passage dans le désert, sympa. voilà. Je vous ai mis ça. On est assez dépaysé, donc il faut prévoir des ambiances différentes. Tu voyages dans ce jeu. Mais j'ai pas de choses particulières. Nous, on a fait Hollow Knight parce qu'on trouvait que c'est ce qui... Enfin, moi, j'ai fait Hollow Knight parce que je trouvais que c'est ce qui vraiment collait à la table des joueurs et à l'ambiance du jeu. Mais libre à vous de mettre un peu ce que vous voulez. Et je pense que des playlists de Met Fan classiques, ça marche très bien. Mais rien ne marche mieux que Mantis Lord. Ça, Mantis Lord, ça c'est sûr. Si vous ne connaissez pas, jouez à Hollow Knight, voilà, c'est dit. Je pense que j'ai déjà choisi la musique d'intro pour ce podcast. Très bien. Du coup, l'avis, on peut donner un avis un peu sur le jeu en lui-même. Jean, donne-moi ton avis. Écoute, je pense que vous avez tous compris qu'on aimait bien ce jeu. Globalement, je pense que là, je croise personne en disant ça autour de cette table. Bon. On a bien aimé jouer à ce jeu et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler aujourd'hui. Rapidement, l'univers est cool. Je sais pas ce que t'en penses, Antoine. Oui. L'univers défonce. Oui, l'univers est très cool. Ça fourmille, c'est vraiment le terme. Ça fourmille de détails, ça fourmille de vie. À la diversité. Fois, ça part dans tous les sens. Ouais. Tu te dis c'est peut-être chaotique, mais en fait non, parce que il y a toujours quelque chose à aller trouver et ça te semble désorganisé, ce qui donne ce côté du coup insecte, faune, mais en fait. Il y a une partie jeu à secret un peu. En plus, oui. C'est-à-dire que on découvre, en tant que joueur, on découvre le lore au fur et à mesure des parties parce que le maître du jeu, le Deus, nous en distille petit à petit. Ça, c'est super plaisant. Mais d'un autre côté, même si c'est un jeu à secret où tu penses qu'il reste des choses qu'on t'a pas dites, on te dit déjà énormément de choses, et comme c'est un univers complètement nouveau, ce qui n'est pas le cas de d'autres jeux de rôle, quand tu joues à du Cthulhu, des choses comme ça, tu es dans un univers connu, et il y a un truc qui arrive. Là, il y a vraiment, en fait, tu ne connais rien, et du coup, chaque scénar est une découverte, ne serait-ce que par le fait qu'on fait ça dans une nouvelle ville, avec un nouvel univers, à chaque fois, tout est complètement nouveau. Le système de jeu c'est top. Le système de jeu, il est... Alors, on peut préférer les dés. On en parlait hier soir, tu disais que si tu devais en choisir qu'un... ça serait les dés. Ça serait plutôt les dés. Mais c'est super de pouvoir jouer avec des blattes. Voilà, je ne veux pas jouer avec tous les jeux comme ça, mais ce jeu-là, c'est exceptionnel. C'est rafraîchissant et ça sert directement le propos du jeu. Ouais, ça marche très bien, ça mécanise très bien, ça va très vite, c'est très rapide. Ça c'est super. Moi, si je devais apporter un bémol, ça serait une des forces du jeu, mais aussi une de ses faiblesses, c'est cet univers. C'est ce côté, on joue des insectes. Il y a des gens chez qui ça passera pas, ça va pas leur parler, ce sera une barrière. Et donc voilà, moi c'est la seule chose. Moi j'ai adoré, mais je sais qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à se projeter, ils vont avoir du mal à se projeter dans cet univers parce qu'ils jouent des insectes, parce que c'est trop loin de leur imaginaire. Donc ça peut être une des faiblesses du jeu, c'est-à-dire que y a des gens, c'est pas la peine de leur proposer quoi. Ils vont vous dire non, ça m'intéresse pas de jouer des insectes, je vois pas l'intérêt. Ils auront du mal à se projeter là-dedans. Et ça, c'est pas quelque chose où c'est un système bac à sable où c'est des humains, on joue, etc. et tout le monde connaît et c'est sûr que ça va plaire. Il faut quand même aimer le propos. Oui, il y a un effort à faire de projection parce que justement, vu que c'est un univers énorme que tu connais pas du tout, contrairement à des jeux où c'est facile de rentrer dans des bottes du personnage, Cthulhu, Tales, il y a un côté, tu joues des gens qui sont proches de toi dans un univers qui est proche du tien et il est juste un peu plus différent. Donc c'est facile de se projeter dedans. Alors que celui-là, c'est vrai qu'il faut, tout est nouveau, donc ça peut être incroyable pour des joueurs, comme je suis d'accord avec toi, difficile à se mettre dedans. Ça demande une implication du joueur, un peu plus importante, c'est sûr. Et moi, si je devais mettre un bémol, c'est plutôt sur le style des scénarios. On en a parlé hier, Ben, mais tu m'as dit attends pour voir. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est que les scénarios sont relativement, pas répétitifs, mais ils ont une structure commune et ça se voit. Et les 3 scénarios qu'on a joués qui correspondent aux scénarios d'intro du bouquin et des scénarios d'intro qui sont présents sur Internet, dans le kit d'initiation.
dont on va parler juste après, sont des scénarios qui ont globalement une structure commune. On va pas les spoiler ici parce qu'ils sont individuellement tous très très bien, même s'ils se répètent un petit peu, ils sont tous très bien à jouer, mais ils ont une structure qui se ressemble, et du coup, t'as un univers qui est ultra foisonnant avec plein de choses à voir, et t'es un peu frustré au bout des 3 scénarios facilement accessibles, d'avoir vu 3 fois un peu les mêmes choses. Mais je sais que c'est un défaut qui n'en est pas un, parce que finalement, le reste du jeu reste à découvrir, et il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Oui, c'est vrai que vous avez joué des scénarios qui se ressemblent dans la structure et aussi dans la géographie du monde d'Insectopia, puisque vous avez joué quasiment que des animistes, donc plutôt dans le sud du territoire. Et il reste beaucoup de choses à découvrir, et je pense que ça aurait été intéressant de faire un autre scénario peut-être un peu plus différent. Moi, ce que je reproche aussi, c'est au niveau des différents scénarios proposés, c'est que c'est beaucoup de one-shot. C'est beaucoup de one-shot, et j'aurais aimé un scénario un peu plus grand qui se joue sur 2-3 sessions pour permettre vraiment de développer les personnages, autant les PNJ que les personnages joueurs. Et voilà. Mais c'est le seul petit bémol dans la gamme qu'on va vous expliquer après, c'est qu'en fait on n'a pas de... Il n'y a pas de continuité entre les scénarios proposés. Il n'y a pas de continuité vraiment entre les scénarios proposés, à part la campagne. Sinon le jeu, il est extrêmement rafraîchissant, que vous soyez nouveau ou ancien joueur. Le fait que ce soit aussi immersif, que ce soit nouveau, les insectes, le système de jeu des blattes, très rafraîchissant, et ça met du renouveau un peu si vous êtes des anciens joueurs. Ça met du renouveau sur la table, et les nouveaux joueurs, c'est très accessible aussi, et ils rentreront facilement dans ce jeu-là. Non, de toute façon, on a tous adoré le jeu. Hein. Oui, mais là, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors du coup, tu parlais de la gamme, on peut peut-être rebondir un petit peu là-dessus, enchérir un peu. Actuellement, Insectopia, c'est quoi ? Alors, actuellement, si vous voulez dépenser 0€, aller voir ce que c'est, si vous êtes un petit peu curieux, il y a le livre de découverte qui fait 56 pages, qui est téléchargeable sur le site Odonata. On mettra le lien en description. Et donc, c'est vraiment les règles de base, et il y a 2 scénarios pour commencer, qui sont différents l'un de l'autre, mais qui sont très bien. Donc gratuit en PDF, et il existe une version physique à 10€ trouvable. Voilà, si vous êtes vraiment rebuté par le démat, il y a 10€ en physique. Ouais, ok. Ensuite, on va trouver le livre de base qui fait 320 pages, qui s'appelle La Conquête, à 50€. Ouais. 49,90, pardon. Qui est, il faut le dire, tout bonnement magnifique. Les illustrations dedans, elles sont très très belles. La gamme est très coloré. Belle. Oui, ça c'est un truc qu'on pourra dire pour toute la gamme. On va le dire qu'une fois. Tous les bouquins sont magnifiques. Voilà. Vraiment, les illustrateurs, ils ont bossé très très bien. La mise en page est super sympa. La mise en page est très beau. Ça se lit bien. Il y a des illustrations tout le temps. Quasiment tous les livres sont en couleur. Il y a des belles couvertures, la qualité, il y a des signés. Enfin, vraiment, c'est super, quoi. Non, franchement, il y a des gammes de jeux de rôle qui atteignent pas ça. Clairement, là, on est sur quelque chose de très haut, quoi. En termes de qualité de production, d'esthétique, de direction artistique, il y a vraiment un gros effort qui a été fait sur ce jeu, et clairement, par rapport à d'autres jeux de rôle qui sont peut-être plus populaires, c'est au-dessus. Oui, la direction artistique est très marquée, et du coup très colorée. Hein. Vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, je trouve que c'est vraiment la couleur. Même toutes les pages, elles sont dorées, bleues, roses. Vraiment, c'est très très beau. Du coup, dans ce livre de base, donc là, il y a vraiment les règles, le lore en grosse quantité, comment créer un personnage, et un scénario. À la fin, il y a un bestiaire aussi qui est bien fourni, et le premier scénario pour le livre de base qui est fait. D'accord, donc ça c'est le livre de base. Ensuite, il y a le premier add-on, c'est la communauté, c'est ça ? La communauté qui fait 158 pages pour 32€. C'est un recueil de 11 scénarios qui ont été écrits par des auteurs du jeu de rôle français. D'accord. 11 one-shots, du coup. 11 one-shots, vraiment. C'est le seul livre en noir et blanc de la gamme ? Oui. Il est illustré aussi, c'est pas parce qu'il est en noir et blanc qu'il n'est pas illustré, mais noir et blanc. Ok, ensuite... Très bien fait, tous les scénarios sont très différents, il y en a qui sont inspirés d'autres jeux de rôle, il y en a qui sont... Il y a une inspiration sur Sombre d'ailleurs, il me semble. Il y a une inspiration sur Sombre. Ça s'appelle La Nuit des Blafards Vivants. Ouais, mais j'ai presque envie de le faire, franchement, La Nuit des Blafards Vivants, faire un one-shot où t'es envahi par une horde d'instres zombifiés, blafarisés, où tu peux voir ton personnage ou ton ami se faire blafariser devant toi, c'est là genre... Non, tu le perds, il se retourne contre toi. Incroyable, rien que j'ai des frissons. Encore un scénario où vous allez finir presque vivant, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Presque vivant, ouais.
J'enchaîne sur le deuxième add-on, c'est Aranbara, qui fait 140 pages pour 35 €. Et donc là, c'est un bouquin... C'est quoi Aranbara ? Alors, Est-ce que ça serait pas un peu le Laélite d'Insectopia ? Non, parce que ça, c'est le jeu auquel on jouera jamais, je te rappelle. Arrête, on y Alors va. qu'Aranbara, on va y rentrer. je vous souhaite bon courage à tous parce que vous allez entendre l'élite à vraiment tous les podcasts. C'est vraiment le running gag chez Antoine et Jean. Je pense que pour l'épisode de la Élite, quand on fera la Élite en podcast, Ça serait exceptionnel. on fera un truc spécial La consécration. parce que ça n'arrivera jamais. Vers 2032 ou quelque chose comme ça. Depuis les pattes du tilleul, Voilà. ça sera vieux. Exactement. En EHPAD, on jouera à l'élite quand on sera tous en EHPAD. Voilà. Très, très bien. Bon, alors Aranbara. Alors, On va pas Aranbara. PA, par contre, les Donc, EHPAD, s'il vous plaît. c'est un bouquin qui est uniquement centré sur la cité d'Aranbara, qui est la cité principale commerciale d'Insectopia. Elle vous explique, vous avez une carte de la ville, elle vous explique les différents quartiers, les différents protagonistes. Il y a un côté sur le commerce, les différentes nefs, donc ce sont les véhicules de transport dans Insectopia qui ressemblent à des espèces de grandes libellules en bois qui sont tractées par d'autres insectes volants. D'accord. Donc ça, c'est très. Il y a beaucoup de lore, quoi, dans Là, il y a encore du lore et il y a dedans 3 mini-scénarios qui font à peu près 3 pages. Donc, il faut que le MJ travaille un petit peu le scénario s'il veut que ça dure. C'est un peu des accroches, quoi. Ouais, c'est des accroches complètement avec des histoires qui vont vous faire vous balader dans la ville. Et surtout, le dernier de ces 3 mini-scénarios, en fait, peut constituer l'introduction à la campagne D'accord. d'Insectopia. Donc ça coûte 35 €. Coûte 35 En €. couleur. En fait, couleur, tout très en beau, couleur, magnifique sauf, aussi, il n'y a vraiment rien à redire. Ensuite, il y a la Imago campagne. Veridis. La Bah, campagne. La campagne, Imago Veridis. Elle envoie la campagne, elle a l'air d'envoyer. 195 pages, dont 115 que de scénarios, qui fait 39 €. C'est cadeau. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a à côté des 115 pages de scénario ? Il y a des fiches personnalisées, qui sont en format A4 pour un seul personnage à chaque fois, par protagoniste important, qui sont très très beaux. Donc il y a énormément de PNJ dedans, il y a des cartes aussi des lieux que vous allez visiter. Et alors la campagne, ça tabasse, hein, vraiment. Ah non, on sait pas, on l'a pas faite encore. On n'a pas lu ni fait. C'est ce qu'on attend en fait. Je sais bien que vous l'attendez. Et vous allez voyager vraiment dans tout le monde, c'est très dynamique. Voilà, Donc c'est la première partie C'est d'une la campagne. première partie. En En deux fait, parties. elle est divisée, donc dans le bouquin, vous allez trouver 3 grandes parties, et chaque partie est divisée en 3 actes. D'accord, Donc voilà. Et il y aura 2 livres. c'est ça. Et Ça, il y on aura verra un ça après. deuxième livre que je vais vous expliquer Ok. après. Ensuite, il y a un coffret collector, c'est ça ? Coffret collector, où vous allez trouver les 3 bouquins dedans avec un étui en carton pour Qu'est-ce qu'il y a 125 qu'est-ce qu'il y €. a comme bouquin dedans ? Il y a la communauté, Aranbara et Imago. Il n'y a Oui. pas le livre de base. Il n'y a pas le livre de base. Donc ça coûte plus cher de prendre le coffret collector que de prendre les 3 bouquins séparément. Parce que tu payes en plus le coffret Oui, et il y a une couverture alternative, c'est ça ? c'est ça. Ok. Sur chaque bouquin. Uniquement sur la communauté, le recueil de scénarios, D'accord, ok. de ce que j'ai vu. Ensuite, il y a l'écran du maître du jeu. Il y a l'écran du maître du jeu qui s'appelle Auparavant, c'est un... Auparavant, Eh pas oui, mal. voilà, petit jeu de mots. Ouais, j'aime bien. Qui est... l'illustration est très jolie, c'est... Ça évoque un peu tout et rien, quoi, quand même. Ça évoque un peu tout et rien, il y a une espèce de tour, une cité-tour avec de la végétation et des fleurs roses, c'est très joli. Ça pourrait s'utiliser pour d'autres jeux de rôle. Mais je veux ça dire, peut c'est s'utiliser pas- pour on n'importe pense quel pas jeu de rôle. À Insectopia, forcément, le voyant, quoi. Non, il n'y a pas d'insectes dessus en gros. Ouais. 19,90, c'est ça 19,90, avec ça on vous fournit un petit document de 5 pages ouais. où vous pouvez générer très facilement un PNJ, on vous donne des caractéristiques déjà toutes faites pour chaque race, et on vous donne aussi des nouvelles fiches perso et quelques objets supplémentaires intégrés. D'accord. Ensuite, il y a on va dire les props. Il y en a un d'ailleurs qui est optionnel, donc complètement indispensable. Nécessaire. Nécessaire presque, hein, on a On envie y de est. dire. En fait, vous pouvez jouer sans, mais est-ce que c'est vraiment joué ? Est-ce que c'est vraiment joué ? La question se pose. Qu'est-ce que c'est ce props, Ben ? C'est la carte d'Antoma qui coûte 19 €, qui est imprimée en papier. Ah, c'est un avec tissu. C'est un tissu, pardon, c'est pas un papier, un Attention. tissu avec un grain assez important. C'est joli. La carte est très belle et elle est grande. très grande. C'est un format, je pense, ça doit être du A2. Ouais, c'est vrai que c'est grand. Ça prend une c'est bonne grand. partie de la table. Et en plus, comme c'est en tissu, en fait, on aurait presque pu pas se poser dessus pour jouer, mais Si, presque. en fait, éviter de renverser votre café dessus. Mais globalement, S'il vous plaît, on ouais, aurait s'il te pu- plaît, ne on aurait- renverse pas ton café sur ma carte, on aurait s'il te pu plaît. jouer avec les blattes dessus. Ça aurait pu servir comme support de table pour. Très joli, ça rentre bien dans soutenir le l'ambiance. jeu. On l'a Ouais, mis ouais. sur la table hier, c'était vraiment parfait. C'est très bien.
Et bon, le dernier props, je pense qu'il faut quand même investir, c'est le sachet de blattes, qui coûte 9,95. Alors, on peut noter que c'est moins cher que habituellement les sets 2D pour jouer. Oui, mais sauf que tu peux pas les utiliser pour autre chose. Alors, ça, c'est un bon argument. C'est un bon argument, mais si on regarde, c'est moins cher pour un joueur. Du coup, globalement, il faut quand même un set de blattes par personne. C'est quand même plus facile, même si jamais on a souvent joué un set pour le MJ, un set pour la table. Donc ça fait 2 sets de blattes pour jouer. C'est quand même moins cher que les sets 2D classiques pour pouvoir jouer. En plus, il y a une belle bourse en velours. C'est une belle bourse en velours. Les blattes sont de bonne faction. Après, ça reste des billes de verre, quoi. Faut pas... Oui, s'ils avaient mis ça à 20 €, si tu veux, j'aurais un peu toussé, quoi. Bon, les dés, ça reste des dés, hein. Oui, d'accord, mais c'est utilisable pour d'autres jeux. Oui. Alors après, il faut voir, parce que du coup, pour Omega, par exemple, est-ce que je peux réutiliser mon set de blattes d'Insectopia ? On n'est pas sûr de ça. On n'est pas sûr parce que les proportions sont pas exactement les mêmes. Les proportions sont un peu différentes, je crois. Et est-ce qu'il va falloir rajouter des blattes dedans ? Et donc du coup, je pense qu'il va peut-être... Non, je pense que quand même, ils vont faire en sorte que tu en enlèves. Enfin, on verra, ça on peut pas vous dire. Ouais. Donc ça, on a fait la gamme actuelle. Je lance un tout petit peu le propos de Jean sur le nombre de sachets de blattes nécessaires. Le MJ tirant très peu de blattes. Je crois qu'hier, dans le scénario, j'ai dû tirer 2 fois des blattes sur 4 heures. Donc, à mon sens, un seul sachet de blattes, ça peut suffire si vraiment vous voulez pas investir. Pour du présentiel, si vous voulez essayer un petit peu, voir ce que ça donne pour les premiers scénarios. Un sachet de blattes, c'est suffisant. Et puis, tu dis de présentiel, c'est-à-dire que pour le distanciel, est-ce que tu sais si les plateformes de distanciel classiques comme Let's Roll, des choses comme ça, te permettent de simuler les blattes, parce qu'en fait, quand t'es pas en présentiel, c'est compliqué de simuler le jet de blattes autrement que par... Effectivement, on a dit qu'il y avait un système pour passer avec le dé, mais c'est pas exactement le même pourcentage de réussite. Enfin, c'est pas l'expérience originale, on va dire. Oui, alors il y a un document qui est téléchargeable qui s'appelle des verres à soie où vous pouvez, où on vous explique dedans que vous pouvez comment jouer avec des dés. Donc, c'est inclus aussi dans la nouvelle version du livre de base. Voilà. Et donc ça va être comment jouer avec des D8, des 12, des 20, etc. Et on vous donne les proportions. Donc des fois c'est par exemple plus facile de jouer, ça augmente les probabilités de tirer des blattes plus fortes avec tel dé, et ça les diminue avec un autre dé. Donc à vous de choisir. Donc c'est marrant, tu peux nerfer le jeu. Tu peux un peu nerfer ou buffer le jeu si tu veux. C'est drôle ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que tu peux dire, les gars, on va jouer avec des D20 et vous allez en chier. Oui, mais tu peux aussi prendre ton sachet de blattes et enlever une blatte rouge et une blatte verte du paquet, tu vois. Si tu veux, tu peux nuancer un petit peu comme ça. Mais sinon, j'envoie une énorme bouteille à la mer pour essayer de trouver une plateforme qui, notamment Let's Roll ou Roll20 par exemple. Let's Roll, c'est bien, c'est gratuit. Et voilà, pour Let's Roll, pour essayer de coder le système de blattes, coder le système d'Insectopia en général même, et le système de blattes sur Internet. Sinon, je crois que le D12 se rapproche le plus des probabilités du sachet de blattes. Okay. Ouais, d'accord. Donc ça, on a fait, comme on a dit, la gamme actuelle, et il y a une gamme à venir. Il y a quand même quelque chose de fourni dans l'avenir, là, ce qui arrive, quoi. Oui, il y a une suite de gammes. C'est un jeu qui vit. Il y a des choses qui arrivent et... Des choses sympas, quoi. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Il y a... Donc, on en a parlé en tout début de podcast, c'était le financement participatif sur Gabletop qui a eu lieu le mois dernier. Et donc, il y a la même chose que ce qui est déjà sorti, il y a un nouveau triptyque. Donc, il y a Les Deux Mondes qui va sortir, qui est un recueil de scénarios, comme pareil, en noir et blanc, comme le premier. Du coup, pareil, comme la communauté qui ne sont pas liés entre eux. Alors, je peux pas parler, mais a priori, ça va être des one-shots, ouais. Donc, il y aurait 8 scénarios, sinon, c'est ça ? Je répète, ça serait bien d'avoir un scénario en plusieurs sessions, un truc un peu plus long. Une mini-campagne, quoi. Mini-campagne, voilà, ça serait... Parce que là, c'est top. Soit tu joues un scénar, soit tu joues pour 80 heures, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un peu all-in, là, actuellement, la gamme. C'est soit les scénarios one-shot, soit il faut all-in sur la campagne. Campagne de 200 pages. Yes. Voilà. Pour eux, il n'y a pas de marche. Non, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Voilà. Donc si t'aimes, tu prends tout et tu joues qu'à ça. C'est ça. Ça Insectopia, on le quitte. On l'aime ou on le quitte. Voilà, c'est ça. Non. Ça s'appelle Les Deux Mondes, du coup. Ça s'appelle Les Deux Mondes. Ensuite, tu m'as parlé de la Terre des Lézards. Il y a la Terre des Lézards, donc ça va être comme Aranbara, où vous expliquez la cité. Là, ça va être cette fois une description et une histoire du peuple des lézards, puisque sur la carte d'Insectopia, il y a le territoire des lézards qui est frontalier. Si vous avez compris un peu depuis le début,
c'est encore un bouquin de lore. Ils aiment bien le lore dans ça. Oui, mais... à raconter. Non, mais il n'y a pas que du lore. Dans celui-là, on va effectivement te donner la description du peuple des lézards, le territoire, mais on va aussi t'expliquer comment jouer le peuple des lézards, les différentes espèces qu'il y a, et il y a aussi, a priori, des scénarios qui sont prévus là-dedans. D'accord. Peut-être que ce sera des scénarios un peu Et plus ensuite, il y a Imago Veridis. Le Nouveau Monde. Donc c'est le deuxième et dernier volet de la campagne, qui a priori va faire la même taille que le premier. Donc si vous avez aimé la campagne... Donc on passe de 115 pages de scénario à environ 230-250 pages. Au final, voilà, ça sera à peu près au moins 200 pages de scénario de campagne. Vraiment 200 pages pures et dures de scénario écrit. Et pareil, j'insiste, elle est extrêmement bien écrite, il y a beaucoup d'illustrations, des tableaux pour aider le MJ, très très bien fait. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a une version 1.5 des livres de base qui ressort. C'est-à-dire Alors il y a une réédition du bouquin de base, mais il y a une réédition des autres aussi ? Non, il y a une réédition uniquement du livre de base, qui a priori, uniquement les modifications seront accessibles en numérique à partir de mars. Et si vous l'avez acheté, vous l'aurez en septembre comme le reste de la gamme. Et donc dans ce livre de base remanié, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, ils vont faire un correctif des coquilles. Ils vont, au niveau de la création de personnages, modifier et équilibrer certaines capacités. Ils vont dedans vous rajouter l'option avec les dés, qui là actuellement est en PDF téléchargeable, ils vont l'intégrer là-dedans. Au niveau de la magie, qui était jugée un peu trop puissante et le système pas forcément assez clair, mais est-ce que sera un peu simplifié. Ça, je sais pas. Est-ce qu'on peut parler d'un excès de puissance ? Non. Peut-être quand même. C'était juste ce qu'il fallait. Moi, je vais pouvoir contrôler des esprits, inverser le temps en étant une araignée. Tu vois. Par exemple. C'est vrai que c'est pas puissant. Le temps, tout mais ça. Du coup, ça va te calmer un petit peu, genre. Ce sera docteur pas plus mal. Arax Strange. Ah ouais, Arax Strange. Il y aura aussi une toute petite partie avec l'économie et le transport qui sont développés comme dans le livre sur Aranbara, et des règles de transport avec les nefs LUL. Ok. Ils vont rajouter des affiches, des aides de jeu, des plans de jeu. Donc Ben, en fait, si quelqu'un veut se lancer là-dedans, les indispensables pour jouer, t'as même pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Ils donnent tout sur Internet pour commencer à jouer à Insectopia. Tout à fait, vous allez sur le site Odonata Edition directement, vous avez le livre de découverte qui est téléchargeable, vous le prenez, on vous donne les règles de base qui sont suffisantes pour jouer un scénario. Il y a 2 scénarios en plus. Si vous voulez pas investir dans les blattes, ou si même vous n'avez pas de dés chez vous, vous prenez un générateur de dés sur Internet, et en fait vous êtes parti pour jouer aux 2 fois 4 heures. Quoi. Oui, un peu de débrouillage. Genre, vous prenez un sac, vous mettez des papiers, vous les coloriez en couleur, vous les foutez dans le sac. Ça va tout seul, ça fait le taf. Voilà, on peut se débrouiller, je veux dire. Alors je précise, il faut un sac opaque, parce que sinon, il y a de la triche. Ou alors des joueurs qui sont pas omniscients. Voilà. Oui, bien sûr, oui. Et donc, dans la gamme qui existe maintenant, pour toi, si jamais... Alors, on a compris, la gamme est magnifique, tous les bouquins sont incroyables. On a compris que t'aimais bien ton jeu. Mais si jamais tu ne devais en choisir tu l'aimes aussi, mon jeu. La crème de la gamme d'Insectopia, ce qu'il faut avoir... 3 bouquins, un triptyque à acheter, ça fait quoi ? Pour toi. Je dirais que ça dépend de votre groupe de JDR. Si vous êtes plutôt sur une optique one-shot, juste jouer quelques parties de temps en temps, ou varier les jeux, bien sûr, il faut le livre de base. Et après, vous prenez le recueil de scénarios, la communauté, c'est largement suffisant. Ça vous fait 2 bouquins et vous avez de quoi jouer de nombreuses heures. Vous prenez 4 blattes, ça vous fait... Ça voilà, et vous prenez 2 ou 3 sachets de blattes, c'est largement suffisant. Donc si vous êtes plutôt dans un groupe qui a aimé le jeu, qui veut s'investir un petit peu, le livre de base, Aranbara et Imago Veridis, ça va vous plaire parce que Imago Veridis, ça va vous permettre de donner encore plus de lore à vos joueurs. Et Aranbara, parce qu'en fait c'est le point de départ de la campagne. Il y a une grosse partie, la première grosse partie, ça se passe dans la cité d'Aranbara. Donc voilà, livre de base Aranbara, Imago Veridis, et vous allez être parti pour de nombreuses heures. Vous pouvez d'ailleurs trouver d'autres scénarios sur Internet, sur la scénariothèque, qui sont téléchargeables aussi gratuitement. D'ailleurs, il y en a un qui est la suite d'un des scénarios du livret de découverte. Voilà. Ouais, ça va être effectivement de nombreuses heures. Bon, on a fait un peu le tour de la gamme Insectopia et du jeu en lui-même. Vous avez compris, c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé. Tous autour de la table, en tant que joueur ou en tant que maître du jeu, et qu'on ne saurait que vous conseiller de vous lancer. En plus, vous pouvez vous lancer gratuitement. On est sympa. Ça, c'est quand même un gros plus, quoi. N'importe qui peut jouer. Une fois de plus, il faut rappeler qu'on n'est pas payé par Odonata Edition, bien sûr, et qu'on dit ça de notre plein gré. Voilà. Oui, ça passe sous la contrainte. Un plaisir.
Parfait. Bah du coup, Antoine. Oui. Qu'est-ce qui se passe le mois prochain? Qu'est-ce qu'il y a, genre? On a un problème? Qu'est-ce qui se passe au prochain épisode? Qu'est-ce qui se passe au prochain épisode? C'est une bonne question, ça. Bah oui, c'est une excellente question. Bah du coup, c'est encore flottant. Hein, pour l'instant. Voilà, ça flotte beaucoup. On vous dira pas la faute de qui c'est, mais c'est une personne qui se trouve en face de moi. Alors, la feuille de route est fixée pour on a décidé de sortir des épisodes là jusqu'au mois de juin et après de faire une pause pendant les vacances. Et tous les épisodes jusqu'au mois de juin sont normalement fixés. Oui. Et presque prêt. Alors, je ne dirais pas ça comme ça. Tous les épisodes ont été fixés. Et puis, quelqu'un a dit finalement, je sais pas si j'aurai le temps, on va voir, attendez. C'est ça, au prochain épisode, ce sera soit un médiéval fantastique un peu particulier, soit un jeu de science-fiction. Pour faire ça. C'est comme ça que tu le décrirais, un médiéval fantastique un peu particulier. Bah, disons moi, je l'appellerais le père, quoi. de father. Il y a un concept. Il y a un petit concept, un petit concept. Il y a un petit auteur, quoi. Ouais. Bon, bah écoutez, vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le podcast. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Ouais. Salut. Salut.